Les lecteurs du magazine Imagine-Fix le définissent comme l'un des meilleurs artistes de l'année 2013. Son nom résonne à l'international et met en avant une riche carrière. Son nom est Alexis Briclot et nous verrons pourquoi est-il tant encensé par les lecteurs, le tout à travers son art. Pour Alexis, la passion pour l'art du dessin est née assez naturellement. Ayant grandi dans un environnement entouré de livres et d'histoires, le jeune artiste portera une attention singulière pour la bande dessinée, et notamment les comics de super-héros Marvel. Pourtant à l'école, son coup de crayon ne se fera pas remarquer. L'artiste nous dira même que le dessin était la matière dans laquelle il excellait le moins, bien qu'ayant d'excellents résultats dans les autres matières. Toutes ces critiques défavorables de la part de ses professeurs auraient bien pu pousser le jeune Alexis à baisser les bras et abandonner ses rêves d'artiste. Mais heureusement, c'est au collège que l'un de ses professeurs reconnaîtra enfin sa passion et ravivera sa flamme pour le dessin en le mettant en contact avec l'illustrateur Gérard Olivier. Depuis petit, Alexis Briclot respire la passion. En plus des bandes dessinées, il s'intéresse beaucoup au cinéma. Il est friand de films fantastiques tels que Dark Crystal ou encore Star Wars. Curieux, il s'intéresse aux techniques de réalisation, en essayant de confectionner des maquettes de vaisseaux spatiaux, des décors en perspective et même des masques en latex. En parallèle de ses études en graphisme et communication, il marquera ses débuts dans le métier en réalisant des commandes pour des couvertures de magazines, qui l'aidera à se faire davantage de contacts dans le milieu professionnel. Et ce sera vers la fin des années 90 que sa carrière s'accélérera. En effet, lors d'un salon de jeux de rôle, il va faire une rencontre importante sur le stand de l'éditeur, Clio Interactive, où il décrochera son premier contrat dans le jeu vidéo, ainsi que la découverte du rôle de concept artiste. Et oui, la fin des années 90 marque aussi le début de la numérisation du dessin, notamment avec Photoshop et la 3D. Le terme même de concept artiste était encore nouveau et méconnu en France. Crayon et papier à la main, les artistes avaient plutôt tendance à dessiner et ensuite de scanner leurs œuvres en numérique. Alexis nous dit, je cite, qu'il n'a pas vécu cette transition comme une obligation, mais au contraire comme quelque chose de génial et plaisant, et qui offrait un champ de possibilités immense où l'on gagnait en rapidité et en temps. En 2000, il intègre le studio du jeu Callisto, où il démontrera sa capacité à s'adapter à différents styles graphiques, qu'il nommera plus tard le style caméléon. L'année suivante, il retourne à ses racines où il l'œuvre pour sa première bande dessinée, Alone in the Dark, qui n'est autre que l'adaptation du jeu vidéo éponyme. Et c'est avec le succès de ce titre qu'il sera amené à travailler sur Spawn Simony, en collaboration avec Todd McFarlane. En 2004, il collabore avec Wizards of the Coast, le célèbre éditeur de cartes Magic, pour en dessiner des personnages, qui vont très vite augmenter la visibilité de son art aux yeux du public. Il développera par la suite de nombreux projets pour Marvel, Dark Horse, Ubisoft, Darkworks, avec des commandes dans lesquelles il ajoutera sa sensibilité de storyteller. En effet, Alexis accorde une attention importante pour ce qui est de la narration. Au-delà de la dimension esthétique de l'image et de son rendu final, l'artiste va chercher à créer une émotion chez le spectateur, une histoire qui va émouvoir et toucher les gens. Comme nous l'explique Alexis, l'illustration est une image qui doit suffire à elle-même, et qui donne envie de rentrer dans une aventure, de lire un bouquin et de s'intéresser à un jeu vidéo. La BD est un développement de plein de petites images, des narrations séquentielles qui forment une expérience globale. Et enfin, le concept art, c'est plein d'idées qui vont partir à la poubelle, qui seront là pour explorer les idées, ainsi créer un monde et nourrir une expérience. Avec cela, dans son processus de travail, il utilise aussi des cartes mentales dans lesquelles il va dessiner plein de petits sketchs avec au centre le nom du sujet qu'il va traiter avec une typographie soignée. En parallèle des recherches de documentation qu'il fait sur internet, il va réaliser des petits croquis sur cette page et inscrire des mots-clés et des notions qu'il va relier les unes aux autres pour l'aider à conceptualiser une commande ou un projet. Mais c'est en 2008 que sa carrière va connaître un moment fort, puisque c'est l'année où il cofondera le studio Dontnod, dont le premier titre sortira en 2013, Remember Me. A son's first words, a mother's last words, a lover's kiss, a father's deception. Remember Me est une histoire qui se déroule en 2084 dans un Paris futuriste nommé Néo-Paris, dans lequel la société Memorize permet aux citoyens de modifier leurs souvenirs et de se les échanger, créant une nouvelle forme de délinquance incarnée par les chasseurs de souvenirs. L'une d'entre eux, Nidine, se réveille incarcérée et amnésique. Avec l'aide d'un autre chasseur, Edge, elle part en quête de son passé volé. Premier jeu développé par le studio parisien Dontnod, Remember Me est le produit de 5 personnes, Oscar Gilbert, Jean-Maxime Maurice, Alexis Briclot, Hervé Bonin et l'écrivain Alain Damasio. Initialement nommé Adrift, le titre a connu un développement compliqué et est resté longtemps secret. Le projet a débuté en 2008 et devait être à l'origine une exclusivité PlayStation 3 ainsi qu'une production Sony. Alexis Briclot participera à la direction artistique avec Michel Coach et au-delà de la gestion du département artistique, c'est Alexis qui ramènera la plupart des postes clés de l'équipe initiale ainsi que l'investisseur principal du studio.
Remember Me traite en grande partie des travers possibles de la technologie, notamment le partage et le stockage de données personnelles, de digitalisation, de la mémoire, mais pour l'aborder de façon pertinente, il fallait nécessairement partir sur de la prospective réaliste. Dans cette perspective, mon objectif était de construire un environnement d'anticipation plausible situé en plein Paris. On a partagé le travail de direction artistique avec l'excellent Michel Koch, qui est passé plus tard à la réalisation du jeu Life is Strange, et un petit nombre de concept artistes tout aussi talentueux les uns que les autres, pour concevoir les fondations de notre univers, tout en creusant l'étude de prototypes et de tendances émergentes en matière d'architecture, de véhicules, de technologies ou de vêtements. Nous avons ensuite invoqué des inspirations artistiques fortes pour bâtir notre propre identité visuelle. Les contraintes techniques auxquelles sont soumis les concept artistes sont totales. L'une des premières initiatives qui a été réfléchie était où se situerait l'histoire, pour décrire une histoire qui se déroule dans un futur proche, tout en incorporant des conflits géopolitiques et des changements climatiques. Nous aurions donc pu avoir un Néo-San Francisco ou un Néo-Sydney, mais étant donné que Paris était le foyer du studio, il était plus facile pour les artistes de s'accoutumer à l'ambiance de la ville et à l'aideur pour chercher des références. Cela leur a permis de créer plusieurs environnements différents pour une seule même ville. Ils ont donc divisé Paris en 3 environnements distincts. Deep Paris, composé de bidonvilles colorés avec des espaces abandonnés, Mid Paris, qui est l'environnement le plus similaire du Paris actuel, qui présente des architectures reconnaissables en plus des ajouts d'éléments de 2084, et High Paris comprend les tours luxueuses et autonomes qui composent Minneapolis. Pour ce qui est du style graphique, l'équipe s'est rapprochée du réalisme avec une légère stylisation, qui peut être vue dans l'utilisation de couleurs complémentaires et dans les éléments graphiques. Des efforts ont été pris pour éviter un rendu boueux et désaturé, avec des motifs incorporant des éléments colorés ainsi que des aspects plus sombres. Le risque majeur quand on crée un monde de science-fiction serait de perdre l'immersion. Pour pallier à ça, les artistes ont conçu des panneaux publicitaires qui donnent un aperçu de la société où nous nous trouvons. Pour renforcer cette connexion avec le joueur, ils ont aussi mélangé le style graphique d'anciens posters parisiens avec celle de Paris 2084. Remember Me, c'est plus de 2500 concepts, dont certains ont été jetés pendant que d'autres ont évolué en de nouvelles idées et qui ont permis de donner une identité forte et cohérente à l'univers du jeu. Aujourd'hui, Alexis Bricot œuvre principalement au sein des équipes artistiques des studios Marvel, recommandé par certaines personnes de la branche de Marvel Comics. Il eut un premier contact avec Marvel TV qui lui proposait un poste de directeur créatif visuel dans la série TV. Bien que finalement ce ne s'est pas fait avec Marvel TV, cela lui a permis d'être en contact avec Marvel Studios, où il a fait la rencontre d'Andy Park, l'un des leads de l'équipe de développement visuel. Avec plus de 20 ans de carrière, le parcours artistique d'Alexis Bricot est devenu une inspiration pour tous les artistes en herbe qui veulent se lancer dans l'industrie. Grâce à son style caméléon et son approche narrative des œuvres, il a démontré que le rôle d'un artiste n'est pas seulement celui d'un technicien sous-payé au RSA, mais aussi celui d'un conteur qui transmet dans son œuvre une part de lui-même, une forme de mise à nu de ses expériences personnelles, de son vécu, de notre essence humaine. Dans cette nouvelle ère marquée par l'intelligence artificielle, au fléau qu'est la génération d'images instantanées, ces vétérans de l'industrie nous rappellent qu'on ne construit pas une histoire avec 3 prompts dictés par un algorithme. Non, ce sont des centaines voire des milliers de concept art, des fiches techniques qui permettent de mettre en image les idées de plusieurs collaborateurs différents, plusieurs petits cerveaux humains qui suivent un brief similaire, mais avec des perspectives différentes, mais qui ont tous ce besoin pressant de partager leur histoire racontée à leur manière. Ce serait sûrement pour cette même raison que les studios s'embêteraient à sortir des artbooks après l'achèvement d'une œuvre. Ils nous invitent à comprendre leur schéma de pensée, leur inspiration, car le rôle de l'artiste n'est plus de créer une œuvre, mais de créer du sens.